Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des facteurs qui favorisent la revictimisation. Qu'est-ce qu'on appelle la revictimisation d'abord? Eh bien, c'est le fait qu'une personne qui a vécu dans l'emprise, peu de temps ou longtemps, eh bien, elle perd petit à petit ses capacités à prendre soin d'elle, à savoir ce qu'elle ressent, quels sont ses besoins. Elle perd petit à petit son identité et elle rentre dans un mécanisme d'impuissance apprise. Cette impuissance apprise ne lui permet plus de sortir de cette prison de la relation que représente la relation à un manipulateur destructeur. Et donc, dans cet état d'impuissance, elle vit petit à petit une extinction de son énergie, elle perd ses ressources, elle perd ses ressources aussi bien relationnelles que ses ressources internes, créatives, intellectuelles, émotionnelles, etc. Maintenant, si elle arrive à sortir de cette emprise, eh bien, elle découvre finalement à travers ses relations que très souvent, elle revit ces mêmes mécanismes dans d'autres relations. C'est le mécanisme de la revictimisation. Et comment peut-on comprendre ce mécanisme? Eh bien, par le fait que, en état d'impuissance apprise, elle se fige, elle entre en état de sidération et son système nerveux est en effondrement. C'est-à-dire, finalement, elle n'a plus de capacité à se mobiliser, elle n'a plus de capacité à se mobiliser pour prendre soin d'elle ou pour faire face aux agressions. Et donc, les prédateurs qui observent cela de l'extérieur peuvent trouver là une occasion d'exercer facilement une emprise sur elle. D'autre part, il y a des facteurs qui correspondent à l'emprise qui peuvent également agir, par exemple l'isolement. Le manipulateur qui exerce une emprise sur sa proie isole la victime et dans cet isolement, elle est fragilisée. On sait avec les études en neurosciences qu'un système nerveux qui n'est plus en lien, aussi bien avec soi-même qu'avec les autres, est fragilisé. Il est dans un état d'insécurité et dans cet état d'insécurité, nous sommes beaucoup plus manipulables. Donc, cet isolement eh bien, est un facteur également de revictimisation. Un autre facteur, c'est la dépression, le burn-out. Quand une personne a vécu sous emprise un certain temps, elle perd son énergie et elle entre en dépression. Donc, elle n'a plus l'énergie pour agir, pour sortir de l'emprise, pour se protéger et surtout pour poser ses limites. Donc, une personne qui sort d'une emprise et on rentre dans une autre, eh bien, c'est parce qu'elle n'a pas les ressources pour se mobiliser, se protéger, poser ses limites, et donc elle a tendance à se laisser faire, et se laisser faire n'est pas culpabilisant, parce qu'on peut considérer que se laisser faire, c'est vraiment une erreur, c'est une faute, mais non, c'est le système nerveux qui a tellement été mis à mal, tellement été mis dans l'insécurité, avec l'impuissance apprise, que finalement la personne n'a plus la capacité, en manque d'énergie, de poser ses limites et d'identifier finalement l'agression. Donc c'est aussi, ça fait partie de l'impuissance apprise, c'est finalement avec le temps de ne plus être capable de reconnaître l'agression parce que le système nerveux est en effondrement. Donc, la personne est plutôt en perte d'énergie, en sentiment de honte, de culpabilité, de désespoir. Et donc, dans cet état de désespoir, elle se laisse faire au sens où elle n'a plus la capacité, au niveau de son système nerveux, d'agir et d'entrer dans un état de combat ou de fuite qui serait tout à fait adéquat, évidemment, si on a affaire à un agresseur. Donc, dans cet état de figement, dans cet état de sidération, la personne n'a plus l'énergie et donc elle est facilement de nouveau la proie de prédateurs. C'est la revictimisation. Donc, en dehors
de l'isolement, hein. Donc là, on trouve également la perte des ressources. La personne qui a vécu sous emprise un certain temps, ben, en étant isolée, perd ses ressources. Et donc, en manque de ressources, elle n'a plus non plus les mêmes capacités qu'une autre euh, à faire face à la prédation. Et ce manque de ressources euh, rend difficile finalement la relation aux autres. La personne a des difficultés à poser ses limites, à exprimer ses besoins, à, à se respecter et à être respecté dans ses limites. Et donc, ça, c'est vraiment très difficile à cause de l'insécurité sous-jacente de poser ses limites. Donc là, la personne victime vit des situations de revictimisation parce qu'elle n'a pas seulement l'énergie qui lui manque, mais aussi les ressources qui lui manquent. Donc ça, c'est au niveau de la situation actuelle, on va dire, si il lui manque l'énergie, s'il lui manque les ressources, s'il lui manque la capacité à identifier ses émotions et ses besoins à cause de l'état de sidération, eh bien, elle est plus facilement remanipulable et elle vit plus facilement des relations de revictimisation. Elle est l'objet de nouveaux prédateurs. On a aussi les modèles de l'enfance qui sont inscrits dans son système nerveux et qui favorisent la revictimisation, notamment si la victime a vécu dans son enfance des situations où elle a été l'objet de violences psychologiques, verbales, physiques ou sexuelles. Eh bien, elle est fragilisée parce qu'elle est en état d'insécurité. Et cette insécurité, elle est présente au niveau de son système nerveux, justement par ses mécanismes de survie, notamment le figement. Et le figement qui est accompagné de dissociation, s'il y a eu trop de violence, trop de négligence émotionnelle, qui est un autre élément dans les vécus traumatiques de l'enfance, eh bien, la dissociation fait qu'elle se coupe de son corps et donc là aussi, il y a une difficulté à identifier ses émotions, ses besoins dans la dissociation. On n'arrive plus finalement à se connecter au corps, à être en lien avec soi et donc être en lien avec les autres, repérer la violence, mais aussi repérer les émotions que suscite la violence en soi et qui font, grâce aux émotions, qu'on peut euh, prendre du recul, combattre ou fuir. Et donc, c'est difficile si on n'est pas connecté au corps. Donc, ces modèles de l'enfance, ça peut être donc des relations de violence, de négligence émotionnelle, et qui sont accompagnés de schémas mentaux. Par exemple, dans les schémas de violence, ce sera tais-toi, ou bien ce sera tu dois être parfait. Et donc l'enfant, à ce moment-là, n'est jamais assez bien, n'est jamais adéquat. Et donc il y a une perte une non-construction, je veux dire, de l'estime de soi, de l'amour pour soi, et donc une tendance à ce moment-là à attendre qu'un jour, finalement, quelqu'un puisse l'aimer, puisse la reconnaître. Et donc cette personne, à ce moment-là, est plus vulnérable à cause des schémas de l'enfance, des modèles parentaux, donc par exemple un modèle violent. Ça peut être aussi un modèle surprotecteur. Si le parent a anticipé les besoins et a rempli finalement ses besoins, a satisfait ses besoins en négligeant finalement l'autonomie de l'enfant, ben, cet enfant, en n'étant pas respecté dans son autonomie, n'apprend pas à explorer, n'apprend pas à se faire confiance et à essayer des choses, à tomber et puis à se relever. Et donc les modèles surprotecteurs de l'enfance peuvent aussi rendre vulnérable une personne. Et donc la personne n'a pas confiance en elle. Et le prédateur peut alors évidemment le repérer en lui disant ce qu'elle aurait voulu entendre pour retrouver confiance en elle. Et donc là, les prédateurs peuvent se présenter en sauveur
dans un premier temps, et donc dans cette position de sauveur, faire croire à la victime qu'elle a de l'importance, de la valeur, juste pour finalement installer l'emprise et exercer ensuite des violences. Donc ça, c'est le modèle surprotecteur. On peut aussi avoir un modèle parental négligent émotionnellement, ça on en a parlé tout à l'heure. Dans cette négligence émotionnelle de l'enfance, il y a une carence au niveau affectif et la personne est toujours dans l'attente d'amour. Et donc si le manipulateur se présente en sauveur, c'est-à-dire fait croire à de l'amour, alors que finalement ce n'est que de la séduction, la victime peut n'y voir que du feu et donc se laisser séduire, se laisser mettre sous emprise parce que finalement elle n'a pas de conscience de ce que c'est l'amour, elle confond cette séduction avec de l'amour, ayant été carencée d'amour. Donc les mécanismes de l'emprise sont présents là dans la relation à travers cette séduction par le rôle de sauveur, et ça contribue à la revictimisation. Donc on a aussi le modèle parental effrayant ou effrayé, et donc ce modèle parental, c'est un parent finalement qui n'a pas donné la sécurité de base à l'enfant, et donc cet enfant en insécurité, ben, il va aussi facilement se laisser séduire par un prédateur qui propose cette sécurité à travers de fausses sécurités, que ce soit un soutien matériel, financier, une protection, quelle qu'elle soit. Et la victime peut confondre finalement cette offre de protection, cette fausse sécurisation avec une bienveillance et se laisser séduire, se laisser mettre sous emprise. Malheureusement, ces fausses protections ne la sécurisent pas et puis elle découvre après cela que finalement elle est l'objet de violence, et donc la sécurité n'apparaît pas, et elle continue finalement à vivre dans l'insécurité, à être l'objet de violence, et c'est tout à fait évidemment préjudiciable pour sa reconstruction. La revictimisation, évidemment, est beaucoup plus fréquente chez les personnes qui sont dans une grande insécurité et qui sont complètement dissociées de leur corps suite aux nombreuses insécurités de l'enfance, puisque dans cette insécurité, la personne ne sait plus reconnaître la violence, ne sait plus reconnaître ses émotions. Par exemple, si on a affaire à quelqu'un de violent, d'irrespectueux, quand on est en sécurité, on sait prendre du recul, et la peur est le signal, c'est une peur saine, le signal qu'il faut fuir. Donc on peut dire qu'il y aura dans la relation à l'autre des peurs saines qui indiquent qu'il est important de fuir face à une menace. Et puis il y a évidemment les peurs de l'enfance qui sont liées à des schémas relationnels dysfonctionnels. Et là c'est important évidemment de faire la distinction. S'il n'y a pas de danger, la peur est plutôt l'indice d'un schéma dysfonctionnel de l'enfance. Mais ce n'est pas évident de faire la part des choses quand on est dissocié. Donc tous ces mécanismes, tous ces facteurs, que ce soit l'isolement, que ce soit l'insécurité, la dissociation, la perte des ressources, le manque de ressources, que ce soit la perte d'identité, les modèles de l'enfance, tout cela va contribuer à la revictimisation. Donc il est important, si on veut éviter le phénomène de revictimisation, de se prendre en charge, de ne pas attendre un sauveur, et de se donner la sécurité, de se reconnecter à son corps pour cela, de sortir de l'isolement, de créer du lien, non seulement avec soi, mais avec les autres, et ainsi retrouver des ressources. C'est ainsi qu'on reconstruit petit à petit son identité, et que l'on est moins manipulable, mais aussi qu'on évite la revictimisation.
Donc tout cela, je l'ai expliqué dans l'avant-dernier livre que j'ai écrit, Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages. Et donc là, vous avez des récits et des témoignages de personnes en psychothérapie qui ont mobilisé ces ressources, ces liens qui sont sortis de la puissance apprise et du phénomène de victimisation et qui expliquent comment ce fut possible pour elles. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages, qui est paru aux éditions Ellipse en avril 2022. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre j'aime sous la vidéo. Bonne journée!